Bonsoir à tous, on continue donc Masechet Ketubot Daf Ayin Vav et on commence ces lignes du bas de la page. Omar Rav Yehuda, Omar Shmuel, Amachlif Para Bechamor. Rappelons le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous avions une Mishnah où, dans la Mishnah déjà précédente, avant celle-ci, on avait énoncé le cas Amekadesh Almenat She'en Alea Nedarim. Quelqu'un qui fait des kiddushin, pardon. Ça c'était le début, Amekadesh al-Tnaï she'en alea nedarim. Puis après nous avons eu la fin de la Mishnah qui nous disait Amekadesh al-Tnaï al-Menat she'en alea mumin. Quelqu'un qui fait des kiddushin à une femme à condition qu'elle n'a pas de moum, qu'elle n'a pas de défaut. On avait vu, si elle avait des défauts, les kiddushin étaient annulés. Et on avait expliqué que cela dépendait quand est-ce que le moum avait eu lieu. Si le moum était apparu avant le mariage, alors c'était un mekartaout. Si le moum est apparu après le mariage, alors on avait la tana de ce qui s'appelle nistarfa sadeu. C'est on était mariés. Maintenant, si tu veux me divorcer, c'est dans ton reshoot que le problème est arrivé. Tu dois donc me donner la ketouba. Donc, si le moum est arrivé avant le mariage, avant les fiançailles, avant le mariage, alors on peut divorcer ou en tout cas annuler complètement les kiddushin et le mari ne doit à la femme rien du tout, aucune somme d'argent, tandis que si le moum est arrivé post-mariage, après le mariage, et que le mari veut divorcer, il devra payer la somme de la ketouba. Donc, dans le cas où on trouvait un moum chez une femme, on devait commencer la discussion à savoir est-ce que ce moum est arrivé avant le mariage ou est-ce qu'il est arrivé après le mariage. En d'autres termes, est-ce que le mari doit payer de l'argent pour la ketouba s'il veut divorcer ou est-ce qu'il n'a pas à payer d'argent pour la ketouba en cas de divorce. Ça, c'était la question qui s'offrait à nous. La Mishnah nous disait donc, faisait la différence suivante. La différence si le moum a été trouvé alors qu'elle n'était que Méoureset, si elle n'était que fiancée dans la maison de son père, ou si le moum a été trouvé alors qu'elle était déjà Nessoua dans la maison de son beau-père. Si elle a été trouvée alors qu'elle était Méoureset, nous avait dit la Mishnah, c'est au père d'apporter une preuve que le mari lui doit de l'argent, auquel cas, sinon, dans le cas échéant, le mari n'aura pas à payer la somme de la ketouba. Par contre, si le moum a été découvert une fois que la femme est déjà mariée, alors là, c'est au mari de rapporter une preuve qu'il est patour, et sinon il devra payer la somme de la ketouba. Encore une fois, si c'est pendant les hiroussines, c'est au père d'apporter une preuve, donc le mari ne doit pas payer. La situation de base, c'est que le mari n'a pas à payer, tandis que si c'est après la ketouba, si c'est après le mariage que cela a été découvert, c'est au mari d'apporter une preuve qu'il est patour, et la condition de base, c'est que le mari doit payer. On avait expliqué l'analyse de ce cas, qui reposait sur deux principes, le principe de Cheskat Agouf et le principe de Cheskat Mammon. La Cheskat Agouf me disait, lorsque j'ai quelque chose, lorsque j'ai une situation, par exemple j'ai découvert un moum, mais je ne sais pas si ce moum est apparu maintenant ou s'il est apparu plus tôt, la Cheskat Agouf me dit, si avant je savais qu'elle était sans ce moum, je dis que ce moum n'est apparu qu'à partir du moment où je l'ai constaté et pas plus tôt. Donc la Cheskat Agouf pousse à nous dire que c'était apparu pendant le mariage et pas avant, donc en faveur du papa. En faveur du papa, de la fille, la Cheskat Agouf encourageait à faire payer le mari. De l'autre côté, nous avions la Cheskat Mammon. La Cheskat Mammon, c'est le fait que on essaye de faire sortir de l'argent au mari, on essaye de faire en sorte que le mari doit payer de l'argent. Et dans ce cas-là, lorsqu'il s'agit d'une Cheskat Mammon, le principe est Amotzi Mechavero la Varaya, on a besoin d'une preuve forte pour pouvoir faire sortir de l'argent de quelqu'un. Donc d'un côté, nous avions la Cheskat Agouf en faveur de la fille et du papa de la fille. De l'autre côté, nous avions la Cheskat Mammon en faveur du mari qui nous disait Emid Mammon al Cheskato, que faisons-nous dans ce cas-là? Alors, comme nous l'avons précisé, la Reisha nous dit, ça dépend, la Mishnah a l'air de nous dire, ça dépend chez qui se trouve, ça dépend si on a découvert le moumet alors qu'elle est fiancée, ou si on a découvert le moum alors qu'elle était déjà mariée. La Gemara avait demandé quelle différence si elle est fiancée ou si elle est mariée, elle avait proposé 3 réponses. Une réponse de Rabbi Elazar, une réponse de
Rava et une réponse de Ravashi. La réponse de Rabbi Elazar, c'était qu'effectivement, ça ne faisait aucune différence. Il y avait juste tout simplement deux shitot énoncées dans la Mishnah. La shita de Rabbi Yoshua, qui donnait préséance à la cheskat Mammon, et la shita de Rabban Gamliel, qui donnait préséance à la cheskat Agouf. Rabban Gamliel nous dit la cheskat Agouf est suffisante pour donner de la force à la tana du papa, de la fille, et donc ce sera au mari d'apporter une preuve qu'il est pas tôt, le cas échéant, il devra payer de l'argent. Et donc, ça ne fait aucune différence quand est-ce qu'on l'a trouvé, il devra toujours payer, sauf s'il apporte une preuve du contraire. Inversement, Rabbi Yoshua nous disait, on va toujours selon la cheskat Mammon lorsqu'il y a une cheskat Agouf. La cheskat Agouf n'est pas suffisante pour extirper de l'argent, et donc de ce fait-là, ce sera toujours au mari d'apporter une preuve, ce sera toujours au papa et aux côtés de la fille d'apporter une preuve que le mari lui doit de l'argent. C'était donc ça la réponse de Rabbi Elazar, qui ne faisait aucunement de différence quand est-ce que le moum a été trouvé. Ça, c'était la première réponse. La première réponse qui va nous être très utile pour le DAF d'aujourd'hui, puisqu'on va avoir beaucoup de cheshbonot, de calculs dans la Gemara selon cette réponse. La deuxième réponse, qui n'est pas moins importante, puisqu'on va aussi pour le DAF d'aujourd'hui, la réponse de Rava. Rava nous dit non, c'est tout. La Mishnah est selon l'opinion de Rabban Gamliel, qui nous dit qu'on donne préséance à la cheskat Agouf, et donc en faveur du... on va selon la cheskat Agouf, donc en faveur de la fille, ça serait au mari d'apporter une preuve. C'est pour ça que si c'est pour cela que si le moum a été découvert après le mariage, on utilise la cheskat Agouf pour dire il n'est apparu que maintenant, et c'est au mari de payer, sauf preuve du contraire. Ah, pourquoi est-ce que si le moum a été découvert au moment des Hiroussin, alors là on va dire que c'est au papa de la fille d'apporter une preuve et plus au mari d'apporter une preuve, c'est-à-dire pourtant il y a une cheskat Agouf. Là Rava avait introduit un principe qui s'appelait kan nimtseu, kan hayu. Étant donné que l'objet a été trouvé dans le domaine du père, dans le réchout du père, c'est quelque chose qui va abîmer, entacher la force de la cheskat Agouf. Il va nous dire, tu ne peux plus utiliser la cheskat Agouf, puisque le moum ayant été trouvé dans le domaine du père, il y a lieu de s'inquiéter, peut-être que ce moum est apparu alors qu'elle était encore chez le père, même avant le mariage, et c'est pour cela qu'il dit, c'est comme cela qu'il explique la Mishnah, lorsque le moum a été découvert au moment des Hiroussin, on a on a tendance plus à supposer que c'est arrivé quand elle était chez le père, même avant le mariage. Donc Rava nous a introduit un autre principe, nous a dit on va selon la cheskat Agouf, sauf si l'objet a été trouvé, sauf si la problématique est née dans le reshoot de quelqu'un, ou quelqu'un on va dire kanimse ou kanayu. La troisième réponse que l'on a proposée, qui n'a pas réellement d'incidence pour le DAF d'aujourd'hui, mais on va la mentionner quand même, c'est la réponse de Ravashi. Ravashi nous dit similairement à ce que Rava a dit, on va toujours selon la cheskat Agouf, c'est le principe de Rabban Gamliel. Ah, s'il en est ainsi, pourquoi est-ce que dans la Reisha, lorsqu'on a trouvé le moum, alors qu'elle n'était que Meureset, on n'utilise pas la cheskat Agouf, nous dit Ravashi, tu sais pourquoi ? Parce que dans la Reisha, ce n'est pas la fille qui réclame, c'est le papa qui réclame. Et lorsque c'est le papa qui réclame, on ne peut utiliser la cheskat Agouf de la fille pour résoudre la question. C'est pour ça qu'on a ici juste une cheskat Mammon, et donc on ne pourra pas sortir d'argent avec aucun élément. Par contre, dans la Seifa, alors qu'elle est déjà mariée, c'est la fille elle-même qui réclame cet argent. Étant donné que c'est la fille elle-même, on utilise sa cheskat Agouf, et la cheskat Agouf va être plus forte que la cheskat Mammon. C'est donc l'explication de Ravashi, toujours selon l'opinion de Rabban Gamliel. Maintenant, on est paré, on a le contexte, on peut commencer la Gemara d'aujourd'hui. À cela, on va donner encore 3 points, 3 introductions. On a dit, lorsqu'on a une discussion d'argent, il faut, on ne sait pas qui est chayav, qui est pas chayav, on doit analyser plusieurs critères. Les critères qui vont être nécessaires d'analyser dans cette Gemara sont au nombre de 3. Premièrement, le critère qui va discuter, c'est où est né le problème. Pas réellement où est né le problème, mais où avons-nous pris connaissance du problème, ce que la Rashi va appeler Efo Nolad Safek.
Beireshut mi nolad safek. Si on a une discussion entre deux personnes, on va avoir tendance à dire que la personne chez qui le safek est né, le doute est né, va avoir plus tendance à avoir tort que raison. Ça va être plus une indication de pencher en sa défaveur qu'en sa faveur. Si l'objet, le safek est né dans son animal à lui, ou en tout cas dans ce qu'on considère, avant qu'on ait un safek, son animal. Quand bien même le safek remettrait ça en doute, comme on va voir dans la Gemara, malgré tout, par exemple, on va tout de suite voir l'exemple de la Gemara, mais le principe général numéro 1, c'est que lorsqu'on a une situation où on regarde, on dit cette vache est à Shimon et cet âne est à Réhouven, et qu'il y a un problème dans l'âne, on suppose qu'il y a un problème qui est arrivé chez Réhouven, on va avoir plus tendance à trancher en défaveur de Réhouven qu'en sa faveur. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2 qu'il faut analyser, c'est est-ce qu'on essaye de faire sortir de l'argent ou est-ce qu'on essaye de garder de l'argent chez soi. Est-ce qu'on essaye d'être motzi ou d'être marzik. Ça, c'est point numéro 2. Point numéro 3. Je n'ai plus le point numéro 3. Il me semblait qu'il y avait un point numéro 3. Mais... Oui, point numéro 3, c'est la Chazkatagouf qu'on a mentionné plus haut. C'est la Chazkatagouf qui va... Qu'est-ce que la Chazaka me dit? En faveur de qui penche-t-elle? Voyons maintenant dans le cas. Omar Rav Yehuda Mar Shmuel, Machlif para bechamor ou machar ba la chamor et para. Velo explique ba la para limshoch et chamor at shemet chamor. Al ba la chamor la viraya shaya chamoro kayam bishat meshichat para v'tanatuna kala. Nous dit Omar Rav Yehuda Mar Shmuel. Rav Yehuda nous dit au nom de Shmuel. Hamachlif para bechamor. Deux personnes qui vont faire un échange. Moi, j'apporte une vache, toi, tu apportes un âne, et on se l'échange. Alors, comment ça marche? C'est ce qui s'appelle un kinyan, chalipin, c'est-à-dire que les deux n'ont pas besoin de faire un kinyan. À partir du moment où moi, j'apporte une vache, toi, tu apportes un âne, à partir du moment où un a fait un kinyan meshicha dans un des deux animaux, alors la vente est bonne, l'échange a été fait, et l'autre animal appartient automatiquement au deuxième. Donc, si Réhouven apporte une vache et Shimon apporte un âne, Réhouven apporte une vache et Shimon apporte un âne, Shimon fait un kinyan sur la vache, l'âne devient automatiquement propriété de Réhouven. C'est comme ça que ça marche de façon... c'est comme ça que le kinyan chalipin marche. Maintenant, ici, que se passe-t-il? Ils veulent échanger une vache contre un âne. Et le propriétaire de l'âne a fait kinyan sur cette para. Par contre, le propriétaire de la vache n'a pas encore fait le kinyan sur l'âne. Que se passe-t-il? Maintenant on arrive et on vient pour faire le kinyan sur l'âne et il s'avère que l'âne est mort. Maintenant nous ne savons pas est-ce que cet âne est mort avant que son propriétaire, son premier propriétaire fasse le kinyan sur la vache et donc que l'âne passe chez le deuxième, ou après qu'il fasse le kinyan sur la vache. C'est-à-dire en d'autres termes, on ne sait pas si l'âne est décédé alors qu'il appartenait, est mort alors qu'il appartenait à son propriétaire originel, à Shimon, ou est-ce qu'il est mort une fois qu'il appartenait déjà à Réhouven. En d'autres termes, la question est sur la vache. Est-ce que Shimon maintenant tient une vache dans sa main et dit maintenant c'est à moi, et ton âne il est à toi. Tant pis, il est mort, il est déjà à toi. Tandis que l'autre dit non, peut-être que cet âne il est mort avant que tu fasses le kinyan, et par conséquent, ton âne est mort, moi je veux récupérer ma vache. Donc il y a une discussion à qui appartient la vache. Ça, c'est le cas chez nous. Maintenant, que voyons-nous? Comment on va analyser ce cas? On va aller étape par étape, petit à petit. On a donc, si on regarde la situation avant de constater que l'âne est mort, on a Réhouven qui apporte une vache et Shimon qui apporte un âne. Shimon fait le kinyan sur la vache, donc la vache appartient à Shimon. Nous, on suppose que l'âne appartient à Réhouven. Et maintenant, on constate que l'âne est mort.
le Safek est arrivé alors que on considérait l'âne comme la propriété de Réhouven. La question c'est comment va-t-on trancher la halacha? Est-ce que Shimon va devoir rendre la vache ou est-ce qu'il peut garder la vache chez lui? Nous dit Rav Yehuda Amar Shmuel, המחליף פרה בחמור, ומשאר בעל החמור את הפרה, ולא הספיק בעל הפרה למשוך את החמור עד שמת החמור, על בעל החמור להביא ראיה שהיה חמורו קיים בשעת משיכה. C'est à Shimon, le propriétaire originel de l'âne, qui doit apporter une preuve que son âne était toujours en vie au moment du kinyan. Explique Rashi, quel est le chidouche de Rabbi Yehuda Amar Shmuel, malgré le fait que le Safek ne soit pas né chez lui, mais chez son voisin, malgré cela, c'est à lui d'apporter une preuve. Chidouche de Rav Yehuda Amar Shmuel. Répétons le chidouche, quand bien même le Safek apparaîtrait chez mon voisin, c'est à moi d'apporter une preuve que je ne dois pas payer d'argent. Le dit la Gemara, il continue, Vetana Tuna Kala. Et nous avons enseigné une Mishnah qui va dans ce sens, notre Mishnah à nous, qui parle de la Kala. Ça, c'est la grande énigme. On va comprendre comment, de quelle Mishnah, de quel cas, de quelle lecture de la Mishnah fait-il référence, qui va apporter une preuve à son din de Rav Yehuda Amar Shmuel. Rappelons le din, quand bien même lorsqu'il y a une discussion d'argent, le premier paramètre duquel on va tenir compte, c'est chez qui est né le Safek. Nous dit Rav Yehuda Amar Shmuel, quand bien même le Safek serait né chez l'autre, tu devras payer. Tu devras payer, enfin tu ne devras pas garder la vache. Heikala, demande la Gemara, quelle est sa preuve de notre Mishnah? Heikala, quel cas de la Kala? Il y met Kala bebet avia. Midome oso maïse avraya ou mafik, hocho maïse balachamoraya ou mukim. Si tu veux me dire qu'on parle du cas de Kala bebeit avia, lorsque le défaut de la Mishnah, lorsque le défaut sur la femme a été trouvé alors qu'elle était encore fiancée dans la maison de son père. Explique Rashi, et que donc il a une lecture de la Mishnah comme celle de Rabbi Elazar, qui expliquait la Mishnah où, selon l'opinion de Rabbi Yoshua, la Reisha selon l'opinion de Rabbi Yoshua, et la Seifa selon l'opinion de Rabban Gamliel. Lorsqu'il dit Kala bebet avia, il fait référence à l'opinion de Rabbi Yoshua, qui nous dit on laisse l'argent où il est de toute façon. Et Rabbi Yoshua, en réalité, la lecture de la Mishnah de Rabbi Yoshua nous dit que le problème a été trouvé au moment des Hiroussin, que le moum a été trouvé au moment des Nisouin, c'est toujours au père de la fille d'apporter une preuve. Or, que voyons-nous dans cela? Quand bien même le Safek serait né, on aurait découvert le Safek au moment des Nisouin. Donc le problème serait apparu chez le mari. Malgré tout, c'est au père d'apporter une preuve qu'on lui doit de l'argent. De la même façon chez nous, le Baal HaChamor, quand bien même le problème s'est arrivé chez son copain, alors qu'on pensait que le Chamor appartenait déjà à son copain, malgré tout, c'est au Baal HaChamor d'apporter une preuve, ça serait peut-être ça la preuve. Sur ça, la Gemara objecte. Midomi, hoso maïse avreoyo mefik, hocho maïse Baal HaChamor ou mukim. Dit la Gemara, ça n'a rien à voir. Quel est le deuxième paramètre dont on avons parlé tout à l'heure? C'est est-ce qu'il va payer de l'argent ou est-ce qu'il essaye de garder l'argent? Dans le cas de la Kala, quelle est la question? Est-ce qu'ils vont réussir à soutirer de l'argent du mari? Donc nous dit Rabbi Yoshua, quand bien même le Safek serait né, le problème serait arrivé chez le mari, étant donné que tu veux lui faire sortir de l'argent, c'est à toi d'apporter une preuve. Mais chez nous, ça n'est pas le cas. Le Baal HaChamor dit, la preuve qu'on cherche, c'est que le Baal HaChamor dit, quand bien même le Safek serait arrivé chez toi, et
que je veux garder de l'argent, on n'essaie pas de me faire sortir de l'argent, malgré tout, je dois apporter une preuve pour garder l'argent, pas pour le faire sortir. Nous dit la Gemara, ça n'est donc pas une preuve suffisante d'apporter une preuve selon la lecture de Rabbi Yoshua. Omar Rabbi Abba, Kala bebet Chamiya. On nous dit non. Tu sais de quel cas apporte-t-on-nous une preuve? Pas selon l'opinion de Rabbi Yoshua, mais selon l'opinion de Rabban Gamliel. En effet, Rabban Gamliel nous dit, Nehemenet, on la croit, elle, et c'est au mari d'apporter une preuve. Et ce, quand bien même le problème aurait été trouvé au moment des Hiroussin. Et là, le mari qui veut apporter une preuve, le mari, dans quelle position est-il? Il est dans la position de garder de l'argent, pas de donner de l'argent. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, le problème est arrivé même si le problème est arrivé au moment des Hiroussin, chez le papa de la fille, et que le mari essaye de garder de l'argent, malgré tout, on dit, c'est à lui d'apporter une preuve. On voit bien, donc c'est le cas similaire au cas chez nous. Le Baal HaChamor essaye de garder la vache dans son domaine qui lui appartient. Et malgré tout, même si le safek est arrivé chez son voisin, c'est à lui d'apporter une preuve pour garder son argent. Comme le mari qui, malgré le fait que le safek est arrivé chez son beau-père, le mari qui, malgré le fait que le safek est arrivé dans le domaine du papa de la fille, alors qu'il était toujours chez son papa, et malgré le fait qu'il essaye de garder l'argent pour lui, la question n'est pas est-ce qu'il doit payer, est-ce qu'il va sortir de l'argent, mais est-ce qu'il peut garder son argent, malgré tout, on a dit qu'il doit apporter une preuve, donc les cas sont considérables. Le dit la Gemara, Akatelo dame. Hosom baal maisereaya umorole le chazok odehav. Hocho baal chomo maisereaya umukim chazok beyade. Me dit la Gemara, il y a encore une différence. Il y a la chazaka dont le troisième point dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est la chazaka. En effet, dans le cas de la kala qui va se marier. La Cheskat Hagouf nous dit quoi? La Cheskat Hagouf nous dit elle n'avait pas de moumine avant, et le moumine est arrivé juste maintenant. Donc le moumine est dans la faveur du papa de la fille. C'est pour ça que le mari doit apporter une preuve. Il fait face à une Cheskat Hagouf. Quand bien même il garderait l'argent pour lui, quand bien même le safek serait arrivé chez son adversaire, malgré tout, son adversaire a quand même une carte. Pour lui, c'est la Chazakat Hagouf qui lui dit, qui nous fait dire que le moum est arrivé pendant le mariage et pas avant. Ça, c'est le cas de la Mishnah. Mais chez nous, la Cheskat Hagouf, que nous dit-elle? La Cheskat Hagouf nous dit que le Chamor était toujours en vie. En effet, reprenons la question. Il y a eu un instant T, le kinyan de la para, on cherche à savoir si le Chamor est mort maintenant ou s'il est mort après. Or, nous avons constaté la mort du Chamor qu'après. La Chazaka du Chamor nous dit il était en vie. S'il était en vie maintenant, suppose qu'il est en vie jusqu'à ce que tu aies constaté sa mort. Et donc, après le kinyan de la para. Donc là-bas, dans le cas chez nous, la Chazkat Hagouf, le fait que le Chamor était en vie, va encore pour le Baal HaChamor, pour le propriétaire du Chamor. Donc il a tous les avantages pour lui. Pourquoi devrait-il payer? Numéro 1, il veut garder de l'argent. Numéro 2, le Safek est arrivé chez son copain et pas chez lui. Numéro 3, la Cheskat Hagouf renforce sa ta'ana à lui et pas à celle de son voisin. Ce qui n'est pas le cas dans le cas du mari, au sujet du mot. Le cas du mari, quand bien même on aurait numéro 1, qu'il essaye de garder de l'argent et pas d'en sortir. Numéro 2, que le problème est arrivé chez son adversaire et pas chez lui. Le Safek, il est né chez son adversaire et pas chez lui. Mais la Cheskat Hagouf est en sa défaveur, pas en sa faveur. Donc ça n'est qu'encore toujours pas une bonne preuve. Dans les mots, Omar Rabbi Abba, Kala bebeit Chamiya. La raya de la Kala bebeit Chamiya, c'est-à-dire, selon l'opinion de Rabban Gamliel, selon la lecture de Rabbi Elazar. Nous dit la Gemara Vakatelo dame. Là-bas, le mari doit apporter une raya
pour aller contre la chazaka du père, la chazaka qui nous dit que le moum est arrivé plus tard, pendant le mariage. Là-bas, le balachamor doit apporter une raya pour aller en faveur de la cheskata gouf. Ça n'est toujours pas une bonne preuve. Omar Rav Nachman bar Yitzhak, Kala bebe Isavia. Rav Nachman bar Yitzhak nous dit non. Alors on n'a qu'à retourner au premier cas, selon l'opinion de Rabbi Yehoshua. Et que dit-il? On avait demandé selon l'opinion de Rabbi Yehoshua. Rappelons le cas. Rabbi Yehoshua nous dit, il y a discussion entre le mari et la fille et le papa de la fille. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Yehoshua nous dit, le papa de la fille doit apporter une preuve, quand bien même le safek serait né chez son copain. Et nous avions posé la question, ça ne ressemble pas, parce que le papa de la fille, il veut tirer de l'argent. Il ne veut pas garder de l'argent. Alors la Gemara, ici, nous dit Rav Nachman bar Yitzhak que c'est pas tout à fait vrai. Parce que c'est vrai que la première question qui se pose, c'est la question de la ketouba. Est-ce que le mari doit payer la ketouba ou pas? Mais si on annule le mariage, il y a une autre question, il y a la question de la bague de mariage. La bague de fiançailles, les kiddushin, l'argent qui a été donné pour les kiddushin, on doit le rendre au mari si on annule le mariage. Et donc là aussi, c'est dans double sens. Le papa de la fille, il essaye de soutirer la ketouba, mais il essaye aussi de garder les kiddushin. Et donc de ce point de vue-là, ça serait une bonne comparaison. Reprenons. Le papa de la fille, lorsque le moum est apparu après les nisouin, le moum est apparu chez son adversaire et pas chez lui. Un bon point en sa faveur. La cheskata gouf nous dit que le moum est apparu chez son mari, alors qu'elle était déjà mariée. Un deuxième point en sa faveur. Le numéro 3, est-ce qu'il essaye de garder de l'argent ou est-ce qu'il essaye de faire sortir de l'argent? Il essaye de garder de l'argent puisqu'on parle des kiddushin. Donc on a 3 points en sa faveur. Et malgré tout, nous dit la Mishnah, que selon l'opinion de Rabbi Yehoshua, c'est à lui d'apporter une preuve. Nous voyons donc que quand bien même on aurait ces 3 avantages, ce serait à lui d'apporter la preuve, et ce serait la comparaison avec notre cas du Baal HaChamor. Le Baal HaChamor aussi, le problème est arrivé chez son voisin, alors qu'on considérait que l'âne appartenait déjà à son voisin. Numéro 2, il essaye de garder la para qui est déjà chez lui. Numéro 3, la cheska tagouf, la chazaka que le chamor était toujours en vie au moment où il a fait le kinyan de la para, est en sa faveur. Donc il a les 3 arguments en sa faveur, et malgré tout, nous dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, que c'est à lui d'apporter une preuve, comme nous avons vu dans la Mishnah. Jusque-là, c'est la preuve. La Gemara rajoute un petit détail duquel on va parler. Il y a une question lorsqu'on a donné des kiddushin, il y a une kiddushin les tivouin nitnou, ou les kiddushin lave les tivouin nitnou. Par exemple, lorsqu'on donne une bague de fiançailles et que malheureusement ça se solde par un divorce. Est-ce que la kala doit rendre la bague de fiançailles ou pas? Alors c'est une marloquette. Est-ce que les kiddushin ont été donnés pour être gardés à jamais, ou est-ce qu'ils n'ont pas été donnés pour être gardés à jamais? La Gemara va nous dire, tout ça c'est bien beau, dans le cas où il y a eu un mariage, et puis il y a eu un problème par la suite. Mais dans notre cas, c'est pas la question. Dans notre cas, ça n'est pas la question, puisque dans notre cas, on dit il n'y a jamais eu de mariage. Étant donné qu'on dit il n'y a jamais eu de mariage, selon tout le monde, que ce soit ceux qui disent que les kiddushin ont été donnés pour rester à jamais chez la femme, que ce soit ceux qui disent que les kiddushin doivent revenir vers le mari en cas de problème, tout le monde est d'accord que dans ce cas-là où il n'y a pas eu de mariage, les kiddushin doivent revenir, et donc c'est une bonne preuve que Rav Nachman bar Yitzhak a apporté, puisque selon tout le monde, il y a la question des kiddushin qui se pose, et donc une des questions qui se pose ici, c'est de garder de l'argent, pour laquelle il doit malgré tout apporter une preuve que l'argent lui revient. Dans les mots, Rav Nachman bar Yitzhak nous dit Kala bebe Isavia ou les kiddushin. Il s'agit, comme on a la première au Kimta, selon l'opinion de Rabbi Yehoshua, de la Reisha de Kala bebe Tavia, mais la question c'était pour les kiddushin. Velo teima liba de mandamar kiddushin la tivu nitnu et la filu le mandamar kiddushin tivu nitnu. Ne me dis pas que la question se pose uniquement selon celui qui pense que les kiddushin n'ont pas été donnés à jamais. Mais même ceux qui pensent que les kiddushin de façon générale sont donnés pour rester chez la femme, et il n'y a pas de ta'ana pour qu'ils reviennent vers eux, hanemi les kiddushin vadai, aval kiddush taout, imaite raya in ilo.
toute cette marloquette n'est que dans des kiddushin vadaï, lorsqu'il y a un réel mariage. Mais lorsque les kiddushin s'avèrent être une erreur et donc ça annule les kiddushin à base, alors tout le monde est d'accord qu'il doit rendre les kiddushin. Donc ça, a priori, reprenons. Rav Yehuda Amar Shmuel nous dit, quand bien même on aurait 3 ma'alot en faveur de cette personne, c'est toujours à lui d'apporter une réaya. Les 3 ma'alot sont le safek est arrivé chez son copain, on commence à les connaître, la chazakat agouf est en sa faveur, et le point numéro 3, c'est qu'il essaye de garder de l'argent et pas de soutirer de l'argent à son voisin. Sur ça, la Gemara va poser une question. Mitive. On parle d'un cas, on a un Baal HaBehema et un Tabar. Le Baal HaBehema, c'est un éleveur d'animal, et le Tabar, c'est le boucher, celui qui égorge l'animal. Le Baal HaBehema a vendu un animal à ce boucher l'a égorgé. Si le boucher égorge cet animal, il s'avère qu'il est taref. Alors, s'il est devenu taref après la vente, c'est le problème du boucher. S'il était déjà taref avant la vente, alors c'est une écartaout et la vente est annulée et il doit lui rendre son argent. Si on a un doute, que faisons-nous ? Eh bien, vous comprenez très bien que ça a un rapport avec notre question et c'est ce qu'on va essayer de voir. En tout cas, mitivé, c'est écrit enseigné dans la Braïta. Machat shenimtzet beovi betakosot. Beitakosot, c'est un endroit qui se trouve dans le Kéres, je n'ai pas la traduction exacte des mots en français, mais qui est assez épais. Et si on a trouvé une épingle, une aiguille, qui se trouve dans l'épaisseur de cet endroit qui s'appelle Beitakosot. Si cette aiguille ne perce que d'un côté, mitzadechad, kshera, l'animal est kasher, l'animal n'est pas pasoul, n'est pas taref. Mishnet tzdadim, tzrefa, treifa. Par contre, si l'aiguille perce d'un côté à l'autre, alors l'animal est taref. C'est une treifa. Nimtza alea kurdam, si on trouve du sang sur cette aiguille, on sait que ce problème, ce pasoul est arrivé avant la shrita. Si on ne trouve pas de sang, alors on sait que le problème est arrivé après la shrita. Huglad piyamaka, si sur l'ouverture de la maka, il y a comme une espèce de croûte, alors ça peut nous dire biyadoua sheshlosha yamim kodem shrita, on peut évaluer que ce moum est arrivé 3 jours avant la shrita. Lo uglad piyamaka, amoitsi mechavero alavaraya. S'il n'y a pas de croûte sur cette blessure, alors là on est dans le doute, on ne sait pas quand est-ce qu'elle est devenue treifa cette bête. On ne sait pas si elle était treifa déjà chez l'éleveur ou elle est devenue treifa uniquement chez le tabar, chez le boucher. Alors que faisons-nous dans ce cas-là ? Hamotzi mechavero, nous dit la Braïta, alavaraya. Celui qui sort l'argent de son copain, c'est à lui d'apporter une preuve. Et donc, la Gemara comprend, si le tabar qui a acheté cet animal, il a déjà donné l'argent, alors c'est à lui d'apporter une preuve. Si le tabar n'a pas encore donné d'argent, alors c'est au balabéma d'apporter une preuve. Tout simplement. Maintenant, on va réanalyser ce cas selon les 3 paramètres que l'on a dit plus haut. La Gemara nous dit Vehi yahif tabar damei. Si le tabar a déjà donné l'argent, alors on considère, selon le din de la Gemara, que Amoitzi mechavero alavaraya, il cherche à sortir de l'argent, et c'est à lui d'apporter une preuve que cet argent lui revient, que c'était une treifa avant la vente. Amoitzi mechavero alavaraya. Mais selon les principes qu'on a énoncés plus haut, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que où est-ce que le doute est apparu ? Avant qu'on constate le doute est apparu chez le tabar. En effet, il y a eu cette vente, avant qu'il fasse la shrita et qu'on découvre la machat, cette aiguille, on suppose que l'animal est passé du bal à BMA au tabar, et qu'il appartient au tabar. Et c'est uniquement lorsqu'ils étaient au tabar qu'on a eu la question, que le doute s'est évoqué. Donc ça, numéro 1, le tabac, c'est le tabar. Le problème est arrivé chez le tabar. Point numéro 1. Point numéro 2, le Baal HaBehema, étant donné qu'on lui a donné de l'argent, la question, il essaye de garder de l'argent.
Point numéro 3, la cheska tagouf, l'Ichora, la cheska qui n'était pas tréfa, elle continue, et donc elle nous dit que c'est arrivé chez le tabar. Donc les 3 points sont en défaveur du Baal HaBehema, et dans ce cas-là, Rabbi Yehuda Marshman aurait dû nous dire, c'est malgré tout au Baal HaBehema d'apporter une preuve, et pas au tabar. Et on voit que le din n'est pas comme ça. On nous dit à Moïti Mechavero Alavaraya, celui qui sort l'argent, c'est à lui d'apporter une preuve. Donc c'est pas au Baal HaBehema, c'est au tabar d'apporter une preuve. Et donc c'est pas comme l'opinion de Rabbi Yehuda Bar Shmuel. Nous dit la Gemara, Vehi dans les mots, Vehi Aïf Tabar Dmei, Baela Tuyeraya ou Maïfik. Si le tabar a déjà donné l'argent, donc c'est à lui d'apporter une preuve pour faire sortir cet argent. Demande la Gemara Vahamay, Baal HaBehema Leiteraya Venekum. Pourquoi est-ce que c'est au tabar d'apporter une preuve? Ça devrait être au Baal HaBehema d'apporter une preuve et de garder cet argent chez lui, selon l'enseignement de Rabbi Yehuda Bar Shmuel. Dit la Gemara, tu sais comment est-ce que j'explique cette Gemara? Lorsque j'ai dit à Moïti Mechaveru à la Varaya, je ne faisais pas référence à tous les cas. Je disais le cas, uniquement dans le cas où le tabar n'a pas encore donné l'argent. Dans le cas où le tabar n'a pas encore donné l'argent, c'est au Baal HaBehema d'apporter une preuve. Et donc ce serait au Baal HaBehema d'apporter une preuve, quand bien même le safek serait né chez son voisin, le tabar. Dit la Gemara, c'est Maïpaska. Pourquoi tu parles d'une façon si ouverte? Tu dis à Moïti Mechaveru à la Varia, alors que tu tranches comme ça. Est-ce qu'on peut supposer que toujours ils ont déjà donné de l'argent? Je dis non, on n'a aucune supposition à faire, donc ça reste une question. Donc en réalité, on vient de poser une question de cette braïta sur l'enseignement de Yehuda Bar Shmuel. Et là, qui a Tarami Bar Yecheskel. En fait, quand Rabbi Bar Yecheskel est venu à Mar, n'écoutez pas tous les klalim que Yehuda, mon frère, dit au nom de Shmuel. Achi Amar Shmuel, voici ce qu'a dit Shmuel. Kol shenolad safek birshuto alav hareaya. Vetanatuna. Kala. Il dit, vous savez ce qu'a dit Shmuel? Shmuel a dit une chose. Il a dit, là où il y a le safek, là où on a découvert le safek, c'est à lui d'apporter une preuve. Vetanatuna kala. Et comme nous avons enseigné dans notre Mishnah, alors là, on va avoir besoin de la lecture de Rava, qui nous disait, ça dépend. Si on a trouvé le moum pendant la période du Hirousin, alors qu'elle était bébé Avia chez son père, c'est au père d'apporter une preuve. Si on a trouvé le moum alors qu'elle était bébé Ramia chez son beau-père, alors chez le mari, donc c'est au mari d'apporter une preuve. Tout dépend où est-ce qu'on a trouvé le problème. Je répète, au début, nous pensons Rabbi Yehuda Shmuel nous disait, quand bien même le safek a été trouvé chez l'adversaire, c'est à lui d'apporter une preuve. Là, nous dit Rabbi Bar Yecheskel, au nom de Shmuel, nous dit non. Là où il y a le safek, là où on découvre le safek, c'est à toi d'apporter une preuve. Le safek est découvert chez toi, c'est à toi d'apporter la preuve et tu as la main basse. Le safek est découvert chez l'autre, c'est à l'autre d'apporter une preuve et c'est lui qui a la main basse. Sur ça, on a objecté mitive machat shenimsa boivi betakoso de chulei. Videlo yeif tabach dome balabema baila tuye rayo mefik vamais fego birshus tabachis yolid. Nous dit là, on repose la question de la braïta qui nous parlait de cette aiguille qui a été trouvée bébé takosot de cet animal. Et le psak était de Amotzi Mechaveru à la Varaya. Et là, on va poser la question inverse. Si le tabar n'a pas encore donné l'argent, donc qui essaye de soutirer l'argent? Qui essaye de soutirer l'argent? C'est le Baal HaBehema. Pourtant, pourquoi est-ce que le Baal HaBehema doit apporter une preuve lorsqu'il essaye de soutirer de l'argent du tabar? Arrête, le problème est arrivé chez le tabar. Si le problème est arrivé chez le tabar, si on suit le principe de Shmuel, on dit là où le problème est arrivé, c'est à lui d'apporter une preuve. Donc c'est au tabar d'apporter une preuve et pas au Baal HaBehema d'apporter une preuve. Dans les mots, mais si le tabar n'a pas encore donné l'argent, Baal HaBehema baila tuyera yaumafik. C'est le Baal HaBehema qui doit apporter une preuve puisque c'est lui qui sort l'argent du tabar. Pourtant, le safek est né, on a découvert le safek chez le tabar, pas chez le Baal HaBehema. Donc c'est le tabar qui doit apporter une preuve, qui devrait apporter une preuve.
Réponse de la Gemara, de Yahif Tabach. Lorsqu'on a parlé de cette braïta, on a parlé uniquement du cas où le tabach a déjà donné de l'argent. Et là revient la même question. Au Maï Pasca. Pourquoi tu me dis que la braïta, lorsqu'elle dit à Motsimeh Havero à la Veraya, elle fait référence uniquement au cas où le tabach a déjà donné de l'argent? Rappelons juste, réexpliquons, si le tabach a déjà donné de l'argent, donc c'est le tabach qui vient sortir de l'argent. Le tabar venant sortir de l'argent, c'est à lui d'apporter une preuve. Pourquoi est-ce qu'il doit apporter une preuve? Parce que le safek est né chez lui. Le safek est né dans son réchout. Réponse de la Gemara. Stama de milta kama de loyaev ine juse loyaev ine shriyuta. Il dit non, le fait de dire que la Mishnah nous parle uniquement dans un cas où le tabac a déjà donné l'argent, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. En effet, de façon générale, un commerçant, il donne pas l'objet de vente avant qu'on le paye. Et donc là aussi, le balabema, la façon stam dont les choses se passent, c'est que d'abord il reçoit son argent, puis après il donne l'animal. Donc là, on peut supposer que l'argent a déjà été donné. Pour résumer ce qui ressort les maskana, Rami Bar Yecheskel nous dit que Shmuel dit, là où est né le problème, c'est lui qui devra apporter une preuve. Chachamim omrim, bamedvarim omrim bemumim shebeseter. On avait enseigné dans la Mishnah le problème des moumines, et l'opinion de Chachamim qui nous disait que tous les moumines qui étaient problématiques, c'est uniquement les moumines qui étaient cachées. Mais les moumines qui étaient dévoilées, alors là, s'il s'est marié et il a vu ces moumines, il s'est quand même marié, donc il a accepté. Et à partir du moment où il a accepté, le mariage est un bon mariage. Sur ça, nous dit la Gemara, Rav Nachman, il y a une maladie qui s'appelle nirfe. Qu'est-ce que c'est nirfe? C'est une maladie qui entraîne ceux qui sont malades, des fois ils tombent par terre. Et on sait à peu près quand ça vient. Il dit, le fait de cette maladie, c'est comme un moumine chez Besséter. Pourquoi? Parce qu'étant donné que la personne, elle sait que tous les mardis, elle va tomber par terre, elle fait attention de ne pas sortir dans la rue le mardi, et c'est pour ça que personne n'est au courant. Et donc, quand bien même, ça serait quelque chose qui a priori, pourrait se savoir, étant donné que la personne peut se cacher, c'est moumine chez Besséter, c'est quelque chose dont on n'est pas au courant, et donc, le mari peut dire, je ne savais pas, on m'a trompé, c'est un mekar taout. Et tout ce que je dis, nous dit Rav Nachman, c'est uniquement lorsqu'on sait que tous les mardis, à date fixe, ça apparaît, donc il va tomber par terre. Mais si c'est quelque chose qui n'arrive pas à date fixe, mais qui arrive de façon aléatoire, là il ne peut pas se préserver, il ne peut pas faire attention de ne pas sortir lorsqu'il va tomber par terre, et donc c'est un moumine chez Begalouï, parce que les gens, c'est un moum qui est dévoilé parce que les gens en sont au courant. On a donc fini Baruch Hashem, cette Mishnah qui commençait Daf Ayin Hei sur les moumines. On a vu les trois opinions, comment lire la Mishnah, ou c'est une marloquette Rabban Gamliel Rabbi Yoshua, opinion de Rabbi Elazar, ou selon Rov qui nous disait, on utilisait le principe de Kanim Tseu Kanayu selon l'opinion de Rabban Gamliel pour expliquer la Reisha, ou l'opinion de Ravashi qui nous expliquait, toujours selon l'opinion de Rabban Gamliel, mais qui nous expliquait la Reisha, étant donné que c'était une Tana du père et pas une Tana elle, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas se reposer sur la Cheskat Hagouf. Enfin, nous avons vu l'opinion de Shmuel, selon l'explication finale, l'opinion de Shmuel qui nous dit là où est né le Safek, ça pose un problème. On avait enfin fini avec un détail dans la notion de Moumin chez Begalo et Moumin chez Besséter, qu'il fallait faire attention, si c'est quelque chose qui se dévoile, alors ça s'appelle Moumin chez Begalo, et quand bien même ça serait Besséter. Si c'est quelque chose qui ne se dévoile pas, quand bien même la Tofa, on pourrait assimiler ça à quelque chose qui ne se dévoile pas. Si c'est quelque chose qui peut être caché et donc qui n'est pas connu des gens, ça s'appelle Moumin chez Besséter, et il peut y avoir une Tana de Mekar Taout sur cela. On a donc fini Baruch Hashem le Daf Ayin Vav. Bonne soirée.